Quand j'ai mal quelque part, je me dis ah, je suis blessé. C'est une opportunité. C'est une opportunité d'apprendre sur soi-même pour mieux comprendre et derrière expliquer ce qu'on met en pratique. J'ai l'impression que la tendinopathie quadricipitale, elle est plus facile à faire partir qu'une tendinopathie patellaire. Quand on réfléchit, même je pense à un point de vue anatomique, tu comprends que la rotule a un rôle biomécanique en fait. Vu que la tendinopathie patellaire, c'est principalement des espèces de décélération et des translations tibiales, je pense que le tendon patellaire est quand même plus sujet à la sursollicitation. Je pense que le test ultime de tendinopathie quadricipitale, c'est de faire un espèce de sissy squat en unilatéral. Tu vois, mais partiel en isométrie, quelle que soit la blessure, t'as un certain niveau de tolérance et un certain niveau de capacité. Bienvenue sur le podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la tendinopathie quadricipitale. On poursuit notre série un petit peu sur les pathologies, sur les blessures. On a déjà vu jusqu'à maintenant le syndrome de la bandelette iliotibiale. On a vu la tendinopathie d'Achille, je crois que c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Donc bon, une fois n'est pas coutume, on va encore faire une tendinopathie. C'est des trucs qui nous passionnent pas mal. Et puis bon, bah, c'est très courant dans le sport. La tendinopathie quadricipitale, on fera peut-être un autre épisode sur la patellaire, on va voir qu'il y a une différence. On va suivre la même trame, je pense qu'à chaque fois. L'idée là, c'est d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit à chaque fois, parler des symptômes, des douleurs ressenties, parler un petit peu de l'aspect anatomique, physio, bioméca et tout qu'il y a autour de ça. Et après, bah, les personnes, les types de populations qui sont concernées, les facteurs de risque qui peuvent aggraver le truc. Et surtout, et ça on essaiera de passer le plus de temps là-dessus, sur les stratégies directes de réathlétisation et comment prendre ça en charge, entre guillemets, pour reprendre notre sport. Et quoi faire concrètement quand on a ce genre de douleur. Et on verra que je suis passé par là sur cette tendinopathie-là. Donc déjà, première chose, la tendinopathie quadricipitale. C'est un terme un peu barbare. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens genre, qui, admettons, t'es pas du domaine, Ouais, t'es après ça va. tendinopathie quadricipitale. Tu vois, c'est un peu un nom long, mais en gros, ça veut juste dire que ça touche le tendon du quadriceps. Le quadriceps, on rappelle, qui est un muscle, le muscle de la cuisse sur la face antérieure de la cuisse qui a 4 chefs musculaires, donc il y a 4 muscles en gros. La partie médiale, latérale, le droit fémoral qui lui est biarticulaire, qui s'insère sur le genou et sur la hanche. Puis en dessous, on a le vaste intermédiaire qui est le quatrième, qui est plus profond qu'on peut pas voir. Donc ça, c'est les 4 muscles du quadriceps. Et ils viennent évidemment s'attacher au tendon quadricipital du coup, mais qui se prolonge sur la rotule, la patella. Un tendon qui est commun. Voilà, un tendon commun. Et puis après, ça se prolonge jusqu'au tibia. Mais du coup, déjà, la première chose, je pense qu'il faut se dire, c'est que on fait la différence entre le tendon quadricipital et le tendon patellaire, même si sont dans la continuité, tu vois. Ça passe sur la patella et puis après ça va fondre sur le tendon patellaire. Ouais. Et puis après, le tendon patellaire, lui, va s'insérer sur la tubérosité tibiale antérieure, la TTA, à l'avant du tibia. Mais déjà, première chose qu'on peut se dire, c'est quand on réfléchit, même je pense à un point de vue anatomique, parce que moi je m'étais posé cette question, mais tu te disais, mais à quoi sert la rotule du coup, tu vois? Mais pourquoi il y a la rotule et ça va pas direct s'insérer sur le tibia? Et en fait, tu comprends que la rotule a un rôle biomécanique en fait, parce que ça permet justement d'allonger le bras de levier et de produire plus de force à cet endroit-là, parce que après je pense dans l'évolution, on avait besoin de produire beaucoup de force avec ces muscles-là qui sont extenseurs du genou. Donc déjà, un peu l'intérêt de la rotule. Maintenant, la différence entre le tendon quadricipital et le tendon patellaire. Déjà, le tendon patellaire, on dit tendon patellaire, mais en soi, des fois, tu lis ligament patellaire. Tu vois, ça, c'est une distinction aussi. Parce qu'un ligament, ça relie un os à un autre os, alors qu'un tendon, ça relie un os à un muscle. Donc ça c'est la première distinction, mais ce qu'il y a, c'est que la tendon patellaire, qu'on dit tendon mais en même temps c'est un ligament, c'est qu'il relie dans la continuité du tendon quadricipital le quadriceps au tibia, mais du coup il relie aussi le tibia à la rotule. Donc je crois que sur les études histologiques, parce que ça je m'étais intéressé à ça, je pense toi aussi, mais après il a une fonction aussi, dans la littérature il montre quand même qu'il a une fonction
de restituer pas mal d'énergie élastique, donc par définition, ce serait plutôt une structure tendineuse plutôt que ligamentaire. Après, de toute façon, c'est du lexique, ça n'a pas tant d'importance d'un point de vue purement pratique, quoi. Ouais, c'est qu'on met on catégorise des tissus en mettant des noms dessus, mais en soi, il y a des ligaments qui ont des fonctions qui sont très différentes. Et c'est vrai que souvent un ligament, oui, ça relie une pièce osseuse à un autre os. Et c'est quand même plus raide qu'un tendon, dans le sens où ça se déforme moins et ça s'étire Ouais. moins, parce que ça a moins ce rôle de stockage et de restitution d'énergie élastique, contrairement au tendon. Mais pour le coup, c'est vrai que le tendon patellaire, il a plus ce rôle-là. Par contre, le tendon patellaire, lui, en fait, il y a une partie antérieure et une partie postérieure. Tu vois, il y a la partie antérieure qui est dans la continuité du tendon quadricipital qui est au-dessus, qui du coup a plus ce rôle de stockage et restitution élastique, qui se déforme plus, qui s'étire plus, alors que la partie postérieure, elle, relie la rotule, le bas de la rotule, Ouais. au tibia, et là qui agit plus comme un ligament. Donc c'est un peu les deux, quoi, Ouais, finalement. c'est un peu. Après, enfin, vu que généralement, en plus là on parle de tendinopathie patellaire alors que de base on avait parlé de Ouais, quadricipital, mais sur ouais. la tendinopathie patellaire, généralement c'est du stockage et restitution d'énergie élastique, c'est du répété, c'est des sauts, etc. Et généralement c'est quand même bien associé avec les tendinopathies, donc globalement ça doit être une structure qui est plus peut-être proche du tendon, même si ça va dépendre de la localisation. Ouais. Euh, Peut-être qu'on va parler un petit peu des symptômes et qu'est-ce que ça fait concrètement en termes de douleur. Parce que Alors, l'avantage, enfin en tout cas moi, j'en avais eu une quand j'avais fait du vélo bizarrement, tendinopathie quadricipitale. Et l'avantage c'est que généralement la localisation est quand même assez précise. Tu ouais, c'est peux... assez simple Ouais, bah tu le sais direct, hein. c'est assez simple de savoir qu'il s'agit de ça. Après, bah ouais, on pourra en reparler après, peut-être plus sur la partie pratique. Mm. Toi, t'as eu ça en vélo. Moi, Ouais, j'avais eu ça une fois en vélo, ouais. j'ai eu ça là récemment dans mes entraînements, bon, plus lié au squat, on va dire prépa physique, muscu, enfin c'est différent. Mais on pourrait parler un petit peu de ça, de ce qui fait qu'en fait tu sais tout de suite. Tu vois, t'es pas. Même s'il y a. Tu vois, on dit la tendinopathie quadricipitale, au final, ça fait partie de ce qui est catégorisé comme les douleurs antérieures du genou, tu vois. Mais les Ouais. douleurs antérieures du genou, il y en a plein, en fait. Ouais, Il y a, après, c'est. il En y a- tout cas, pour la tendinopathie quadricipitale, tu sais, j'ai l'impression que ça fait quand même un vrai point au niveau du tendon. il y Donc, a un- dans le prolongement du quadriceps, juste avant la patella, t'as vraiment un point où tu Ouais, sens que c'est ouais, douloureux. ouais. Après, en termes de ce qui pourrait être différentiel en termes de pathologie, à ce niveau-là, j'ai pas trop d'idées en vrai. Je sais pas trop ce qui pourrait être Si, différentiel. tu sais, t'as les fat Les fat pads, pads, ouais, t'as ok. les fat Ouais, ce pads, que j'allais dire. ouais, les coussins graisseux, t'en as un qui est en Mais suprapatellaire. ça, au final, enfin, Mais après, ça va être pareil, quoi. les Alors, symptômes sont pas tout à fait. puis, Pas, la présentation, les douleurs sont pas les mêmes. Mais sont pas les mêmes que sur une tendinopathie. Les fat pads, disons que c'est beaucoup plus vascularisé, innervé, et t'as mal aussi sur de la compression avec un genou tendu, il me semble. ok, ouais, ouais, Alors que sur la tendinopathie quadricipitale, on va voir que c'est pas pareil. Mais c'est effectivement. vrai que les douleurs antérieures du genou, c'est un sujet très complexe où il y a beaucoup de choses. Tu sais, il y a les plicas, Ouais. il y a évidemment le syndrome fémoro-patellaire là, qui est plus complexe encore. C'est encore autre chose. Il y a les tendinopathies, il y a les problématiques ligamentaires, il y a les problèmes d'arthrose, de Sur le problématiques plateau, ouais. purement articulaires. Il y a plein de choses comme ça. Il y a les fat pads, il y a les bourses séreuses, tout ce qui est bursie, tous ces trucs-là. Bref, il y a plein de choses. Mais globalement, quand on a une tendinopathie quadricipitale et qu'on regarde un petit peu ce qu'on faisait, on comprend pourquoi on chope ça. Euh, Au niveau des symptômes, bah, je pense qu'on sera d'accord tous les deux, on l'a vécu, mais douleur localisée, comme tu dis, enfin, au niveau du tendon, quoi, direct On du peut le sentir quadriceps. si on palpe Ouais, à la en fait, ouais, palpation. déjà, ouais, en palpant, tu le sens que tu as une douleur sur la partie supérieure, l'insertion du tendon sur la partie supérieure de la rotule. Moi, ça a été ça, mais ça a été en même temps le corps du tendon en lui-même, tu vois. Mhm. Donc ça dépend encore des gens. Encore une fois, si tu as vu le podcast sur les tendinopathies, celui qu'on avait fait au global au tout début, enfin qui était il y a longtemps, je sais plus, où on parlait justement des tendinopathies, même dans celui sur la tendinopathie d'Achille, où on disait qu'il y avait soit par compression, l'anthèse,
Soit le mi-tendon. L'anthésopathie ou le mi-tendon, la portion, le corps du tendon, on va dire, qui est touché. Ça peut être l'un ou l'autre, tu vois. Donc là, si on réfléchit en termes de les termes un peu médicaux compliqués, s'il y a des gens qui voient t'as une anthésopathie ou une anthésite quadricipitale, ça veut dire qu'en gros c'est l'inflammation quand ils disent anthésite, mais sinon anthésopathie c'est une problématique au niveau de dégénérescence au niveau de l'anthèse, là où le tendon quadricipital s'insère sur la rotule. Donc c'est un petit peu la distinction qu'il faut faire, mais en soi c'est la même chose, c'est juste que ça touche l'insertion et vraiment le bord supérieur de la rotule, alors que l'autre cas ça peut être plutôt le milieu du tendon. Donc ça déjà c'est un peu la douleur à la palpation et vraiment la zone très localisée. Donc c'est pas une douleur diffuse, si c'est une douleur diffuse là faudrait différencier parce que globalement ça peut être si c'est une douleur qui a l'impression d'être genre un peu syndrome. rétro ou péripatellaire, genre comme si c'était autour ou derrière la rotule, ça ressemble plus déjà à un syndrome fémoro-patellaire. Déjà ça ressemble plus, qui est appelé le syndrome du cinéma aussi. On fera sans doute une vidéo, un podcast là-dessus à un moment, que j'avais eu dans le passé, mais mon autre genou par contre. Et ça a rien à voir, mais normalement déjà première chose c'est super localisé. Donc déjà si c'est pas une douleur localisée à cet endroit-là, ça peut pas être une tendinopathie quadricipitale, c'est très peu probable. Après, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Monter, descendre d'escalier. Ouais, c'est là où c'est assez proche en termes de symptômes, même si c'est pas au même endroit, mais c'est assez proche par rapport à la tendinopathie patellaire. Enfin, c'est à peu près les mêmes choses. C'est quand tu as une petite translation tibiale où l'appareil, où le quadriceps du coup doit contrôler aussi la descente. Donc tout ce qui va être descente, ça va flexion être provocatif. Et après, flexion de genou, ce qui là pour le coup est un peu différent par rapport à la tendinopathie patellaire. Mais c'est vrai, la tendinopathie patellaire, c'est généralement de la translation tibiale, c'est-à-dire que c'est le tibia qui décélère en fait. Ouais. Non, c'est le tendon patellaire qui va décélérer le tibia. Ouais. Alors que sur une tendinopathie quadricipitale, ça va être généralement beaucoup de flexion de genou, quoi, quand même. Tu vois, je pense, on fera peut-être un podcast sur la tendinopathie patellaire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est obligé pour que ce soit compréhensible. Oui, tu vois, de parler de la quadricipitale et de la patellaire en même temps, tu vois, de comparer. Mais c'est vrai que la patellaire, déjà, ça va être plus lié, tu disais, à stockage, restitution d'énergie élastique. Jill Cook, celle qui faisait les modèles sur les tendinopathies et qui est l'une des plus grandes expertes au monde sur le sujet, disait que c'est une tendinopathie qu'il faut mériter. Tu vois, tu ne l'as pas au hasard. Donc déjà, on va y revenir après sur les facteurs de risque et les populations concernées. Mais globalement, c'est pas un sédentaire qui chope ça. Faut quand même aller la chercher, ce genre de tendinopathie. Ça, c'est pour la patellaire. Quadricipitale aussi, il faut aller la chercher. Hein. Globalement, ces tendons-là sont quand même solides, quoi. C'est moins sujet à des personnes sédentaires. Ça peut, dans certains cas, on pourrait revenir, mais c'est pas la majorité. Et ouais, ça touche surtout les sauts, les rebonds, tout ça, et les faibles flexions de genoux. Par contre, la tendinopathie quadricipitale, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi des sauts et des rebonds, et surtout de la flexion de genou qui est plus importante, qui est donc plus profonde. Là, pour le coup, au-delà de 40, 50 degrés et plus de flexion de genou, c'est là que c'est plus douloureux. Et plus on va en flexion, plus on étire le tendon, on le compresse contre le fémur, et du coup, c'est plus douloureux. Après, c'est clair que dans le sport, c'est quand même plus rare. Tu vois moins de plio, entre guillemets. En fait, en grosse flexion, quoi. Hier, pour préparer le podcast, du coup, parce qu'on s'y prend toujours au dernier moment. Ouais. Mais hier, du coup, je regardais un peu par rapport à cette tendinopathie quadricipitale. Et il y avait un sport aussi qui sortait un peu. C'était les réceptions en saut en longueur, tu vois, par exemple. Ce qui paraît logique parce que t'arrives j'ai pensé à ça. T'arrives à Mach 2 au niveau du sol et là tu dois te décélérer absolument tout ton corps plus l'accélération de base que t'as. Après t'es dans le sable. Ouais, mais même, je pense. Même, tu vois, je pense que... Alors, t'arrives, que ce soit, entre guillemets, instable ou pas, genre la quantité de charge que tu dois décélérer, parce que, y a du sable, mais au fond, il y a quand même quelque chose qui est plus raide. Il y a aussi une structure qui est plus raide, et là, du coup, il y a une... Même s'il n'y a pas de rebond derrière, il y a quand même une nécessité de décélérer un maximum de charge. Et là, le tendon quadricipital... On y reviendra après sur la stratégie. Et là, le tendon quadricipital, il prend quand même une charge qui est massive. Donc c'est vraiment tout ce qui va être grosse flexion de genou,
Moi, je pense en termes de sport, peut-être tu as l'aviron aussi, c'est du geste répété en grosse flexion de genou. Le vélo aussi un peu. De ce que j'ai vu, il y en a quelques-unes. Tout ce qui sollicite en gros En haltéro peut-être beaucoup aussi. les extenseurs de genoux. Ouais. Tout ce qui est beaucoup sur les quadris et sur de la flexion. Donc ouais, l'haltéro, clairement. Clairement, quand je veux dire, tu fais un arraché ou un épaulé ou les squats, hein, même, hein, et on y reviendra parce que moi ça a été ça. Bon, même si là je suis pas dans de l'haltéro, mais je fais beaucoup de squats justement. Tout ce qui est, enfin je dis squat, ça peut même être lié à d'autres mouvements, hein, des fentes, bref, peu importe. À partir du moment où tu viens sur de la grosse flexion de genoux et remonter, et surtout rebondir en bas, ça peut trigger, ça peut participer à développer ça. Ouais. Maintenant, il y a une question de volume, il y a une question d'intensité, il y a plein de Toujours, ouais. choses qui viennent participer à ça. Mais globalement, tout ça est douloureux. Donc c'est clair que quand tu as une tendinopathie quadricipitale, les squats, ça fait mal. Si tu Et rebondis en je bas, le sais, j'ai commencé à avoir mal là-dessus. Et après, tu es obligé d'adapter les entraînements. Mais d'ailleurs, on y reviendra après sur la partie pratique. Ce que moi j'ai pu mettre en place déjà pour moi-même. On reparlera peut-être éventuellement de toi ce que tu avais fait, puisque tu avais eu ça aussi en vélo. Ouais. en vélo. Donc on verra un petit peu ce qu'on peut adapter, comment on peut faire pour malgré tout poursuivre nos entraînements et continuer en fait de progresser dans ce qu'on fait. Parce que l'erreur, comme toujours, quelle que soit la pathologie, puis alors encore plus sur un tendon, je trouve que c'est encore plus bête. Des fois il y a des trucs quand même que tu t'arrêtes un peu, c'est normal. Je veux dire, tu te fais une fracture, bon. Non, non, non. Euh, si tu as entre guillemets un repos, en tout cas au moins relatif, voire même complet dans certains cas, qui dure un moment, on peut comprendre que c'est normal, tu vois, suivant les trucs. Mais sur un tendon, c'est bête. Franchement, c'est quand même assez bête, à moins que tu aies la rupture du tendon, quoi, clairement. Mais ce serait quand même dommage de s'arrêter complètement. Donc on verra un petit peu ce qu'on peut adapter pour ça. Surtout que, enfin, je sais pas toi, bah, sachant que t'en as une, tu vas pouvoir nous éclairer tout à l'heure, mais j'ai Bah, l'impression je que l'ai la plus trop là, hein. Ah tendino... ouais. ouais, justement, j'ai l'impression que la tendinopathie quadricipitale, elle est plus facile à faire partir qu'une tendinopathie patellaire. Et ça, peut-être, Moi, ouais, j'ai pas eu de patellaire. Personnellement, je l'ai pas vécu. Donc après, j'ai déjà accompagné des gens qui en avaient. Donc c'est sûr que ouais, je pense que c'est un peu plus. En fait, oui, c'est plus problématique la patellaire que la quadricipitale parce que, comme on le disait ouais, ouais. déjà dans le sport, bah tu dis ouais l'exemple super spécifique avec le saut en longueur ou quoi, Oui, il y en a où pas. t'arrives en gros comme si tu faisais un, quand tu te réceptionnes, c'est comme si t'étais dans le sable, c'est comme si t'arrivais genre accroupi Ouais, c'est ça. en squat ou quoi. C'est quand même assez rare, tu vois. Je sais pas, tu prends beaucoup de sport, tu prends, je sais pas moi, le foot, le rugby, si à la rigueur, ceux qui sont dans les mêlées, tout ça, ils donc peuvent quand même avoir une certaine flexion de genou. Bon, après, ça reste pas mal de l'isométrie Ouais, un et puis peu, elle est pas ou énorme, quoi, même si voilà. t'as des... C'est pas des grosses contraintes excentriques rapides avec rebond et tout ça. Euh, En fait, basket, je sais pas moi, handball, volley, il y a plein de sports où tu vas être quand même assez superficiel. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton tendon, mais rebondir sur des flexions de genoux qui sont faibles. Donc, forcément, du coup, c'est moins contraignant sur un tendon quadricipital Hmm. pour beaucoup de sports et même pour la vie de tous les jours. Par contre, le tendon patellaire, bah forcément, dans la vie de tous les jours, dès que tu sautes, dès que tu cours et tout, tu es sur les premiers degrés de flexion de genoux. Donc, ça, tu t'en sers tout le temps. Quand tu montes et descends des escaliers, bah, tu es sur les premiers degrés de flexion de genoux, donc ça te tabasse. Hmm. Tu marches, ça te fait mal. Enfin, ça te fait mal, ça doit faire mal tout le temps. Donc, ça entretient en fait le truc. Ouais. Il y a peut-être aussi, enfin, par rapport au quadri, moi je me dis que vu que généralement la douleur elle est quand même localisée, bon, que ce soit au-dessus de la patella ou même au niveau du corps musculaire, peut-être que globalement le quadriceps il est capable de prendre plus de contraintes T'as raison, ouais. que le tendon en lui-même, tu vois, dans la plupart des activités. Et je pense aussi que c'est probablement plus simple d'induire un signal mécanique et tu vois comment dire une mécanotransduction Ouais, en gros, tu dans charges le quadri dans le et. tissu qui est vachement plus proche, tu vois. Ouais, Euh, moi c'est ce que. En tout cas, moi je l'ai eu en vélo. Elle m'a pas duré énormément de temps, quoi. alors après peut-être qu'on pourrait différencier aussi parce que je sais pas s'il y en a dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire parce que je sais pas, j'ai pas forcément tous les cas de figure en tête, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu et les quelques personnes avec qui j'ai pu discuter, c'est souvent sur la partie médiale, tu vois. Moi, c'est en tout cas, tu vois, plus proche du vaste médial.
là Ok. où j'avais mal. C'est-à-dire c'est le bord, ok, c'est le bord supérieur, parce qu'on dit oui, le bord supérieur, le tendon. Mais le tendon, encore une fois, tu pourrais le subdiviser, tu pourrais dire tiens, bah il y a le milieu là, Comme le tu t'as tendon rotulé au d'Achille. milieu, il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. Est-ce que c'est le tendon mais plus proche, on va dire, du vas latéral? Hmm. Est-ce que c'est dans la continuité du droit fémoral? Est-ce que c'est dans le vas médial? Moi, c'était plus le vas médial. J'avais pas forcément de douleur à la sollicitation, tu vois, genre à la flexion de hanche, parce que vu que le droit fémoral, il est fléchisseur de hanche, supposons qu'en fait, tu as une tendinopathie quadricipitale on va dire dans la portion tendineuse qui est dans la continuité du droit fémoral. Ouais. Parce que Comme le tendon d'Achille où c'est la portion médiale qui. ouais, on disait qu'il y avait les sous-tendons. Bah en fait là c'est Ouais. en fait ouais d'ailleurs d'un point de vue anatomique, c'est la même chose là. Je pense Ouais, qu'on peut dire effectivement. que c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as un sous-tendon lié au droit fémoral, un sous-tendon lié au vas médial, un sous-tendon. Après, c'est la seule différence, c'est que l'articulation qui est adjacente par rapport au pied, le pied c'est beaucoup plus mobile et il y a beaucoup plus de degrés de liberté qu'au niveau du plateau fémoral, quoi. Enfin, au niveau du genou, quoi. Oui. Tu vois. Donc, Mais c'est clair. Mais en gros, ouais, on va dire qu'il y a 4 muscles dans le quadriceps, il y a 4 sous-tendons. Donc, suivant le sous-tendon qui peut être touché sur cette tendinopathie quadricipitale, si c'est le sous-tendon du milieu, entre guillemets, qui est lié au droit fémoral, vu que le droit fémoral il est biarticulaire ouais. et qui permet certes l'extension du genou, mais il permet aussi la flexion de la hanche, le fait de lever ou même d'envoyer sa hanche en arrière, comme quand on court, en extension, ça peut potentiellement être Après, le douloureux. fait que ce soit du coup plus sollicité sur la partie médiale, toi, tu mets du torque sur ton squat un peu, non? Enfin, du torque interne. Tu mets du torque interne. Enfin, tu mets du. Ouais, Tu mets en disons que français, tu pas rebalances. j'ai pas les pieds serrés sur mon squat, je suis pas, Enfin, je suis pas très ouais, écarté, en gros, mais tu fais beaucoup de. j'ai pas mal de rotation interne de Ouais. hanche quand je remonte. Ouais. Ouais. Et du coup, ça biaise d'adduction. probablement plus la partie médiale du tendon quadricipital. Ouais, si on réfléchit comme ça, peut-être. Après, peut-être qu'il y a d'autres cas de figure, c'est pour ça, tu vois, ça peut être intéressant. Après, Mais je me souviens c'est que. du cherry picking après. Ça va. Ouais, c'est clair. Mais ça peut être des petits détails, tu vois, qui peuvent te filer le doute des fois. Mais en tout cas, ouais, moi, ce qui me faisait mal, évidemment, c'était il y a quelques semaines hein, maintenant, mais déjà par exemple, parce que je testais, moi tu vois, j'adore tester. Quand j'ai mal quelque part, je me dis, ah, je suis blessé. C'est une opportunité C'est une d'apprendre. opportunité d'apprendre sur soi-même, tu vois, pour mieux comprendre et derrière savoir quoi, enfin tu vois, et expliquer ce qu'on met en pratique. Limite, t'es content de te blesser en fait, tu vois. Moi, non, mais. Enfin non, t'es pas content enfin clairement non, j'étais pas content, mais bon d'un autre côté, t'essaies de voir le positif, tu te dis bon au moins ça va servir, il y aura des trucs à raconter puis on pourra expliquer, documenter sur ce qu'on a fait, tu vois, on montrera que il s'agit pas d'arrêter de rien faire pour que ça aille mieux. Puis au final, ça a été très 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 vite, moi en l'espace de quelques jours, ça allait déjà mieux, c'est un truc de fou. Mais ouais, donc je testais. Et tout ce qui est, évidemment, hein, on disait les escaliers et tout, j'ai tout de suite remarqué. Tout ce qui est juste t'accroupir, ça te fait mal. Pistol squat, j'ai essayé, mais. Et qui parle du En fait, provocatif. Ouais, mais tu fais le test en te mettant une douleur de fou, tu vois. C'est-à-dire que t'es là, tu sens que t'es à 6 sur 10, mais tu fais quand même le truc. Test positif. Ah ouais, ça te démonte. 6-6 squat, tu vois. 6-6 squat. Ah bah ouais, surtout qu'en plus là, enfin, le tendon quadri, il est, à mon avis, en compression. Enfin, Ah, mais, sachant que ça, t'as je crois. le droit, je crois que fémoral c'est le qui est en étirement, du coup. Ah ouais, je crois que le 6-6 squat, c'est le pire parce que tu viens chercher de la flexion de genou sans Et de l'extension. flexion de hanche, contrairement à un squat. Un peu d'extension de Donc hanche. t'es censé être en extension de hanche. Puis si tu fais bien le 6-6 squat, tu dois avoir le bassin Tu sens, rétroversé. ça fait un étirement. T'as les fessiers contractés. Donc en fait, ça vient t'étirer de fou à l'avant de la cuisse. Et là, tu sens que du coup, là, t'as tous les muscles du quadriceps et même le droit fémoral qui est étiré. Donc là, le tendon, je te dis que il prend cher. Mais et puis attends, j'ai fait le test ultime. Là, je pense que je sais pas, hein, j'ai pas lu toute la littérature là-dessus à l'heure actuelle, mais il y a même pas besoin qu'en fait, quand tu connais, je pense que le test ultime de tendinopathie quadricipitale, c'est de faire une. Alors, tu peux pas le faire en complet, mais un espèce de 6-6 squat en unilatéral. Tu vois, mais partiel en isométrie, tu vois, je sais pas si c'est clair, mais genre tu te tiens à un support ou juste avec les mains pour l'équilibre et tu pars comme si t'avais fait un 6 squat mais à une jambe,
mais t'as pas besoin de partir très Tu loin. devrais te faire un petit excentrique rapide à la fin même. Ah là 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 là. Et bah ça, bah, je me faisais, bah d'ailleurs après on en parlera, mais c'est vrai que je me faisais un petit peu d'iso comme ça, mais à faible flexion. Parce que plus tu vas vers de la flexion importante, Plus ça va contraindre. plus c'est douloureux, laisse ça va être tomber. provocatif, ouais. Ouais, puis alors un 6 squat à une jambe, Déjà, ouais. c'est un peu compliqué quoi. Tu fais pas une rep complète, tu vois ce que je veux dire. Donc tu gères la flexion de genou, mais ouais, une isométrie comme ça, c'est quand même assez douloureux. Après, ça peut aider aussi pas mal. Mais ouais, un petit peu surtout. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est flexion de genou, ça fait mal. Et surtout quand c'est lié à de l'extension de hanche aussi. C'est pour ça, si on devait faire le lien, tu sais, je te parle de 6 squat, c'est pas des 6 squats, mais quand je pense beaucoup au trail, toi qui es là-dedans, mais Souvent, quand c'est t'as pas du télaire. dénivelé négatif. Souvent, c'est pas télaire quand même. Ouais, Enfin, en tout cas, des athlètes que je vois, mais moi c'est souvent pas télaire. ouais, alors. Parce Ouais, qu'ils ont quand même un appareil extenseur qui est généralement ultra bien développé. En tout cas, d'extérieur, c'est ce que je vois, mais ils ont un appareil extenseur ultra bien développé, principalement grâce à la montée, je pense. Le fait que les trailers ont un appareil extenseur ultra bien développé, principalement grâce à la montée, ça doit décharger le tendon quadricipital en descente. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine. Et du coup, vu que la tendinopathie patellaire, c'est principalement des espèces de décélération et des translations tibiales, je pense que le tendon patellaire est quand même plus sujet à la sursollicitation. En tout cas, chez les trailers en descente. Après. ah, toi, t'étais plus là sur de l'épidémio, de l'épidémiologie, Non, genre mais tu en parlais de mode la les descente en trail, populations. tu vois. Moi, ce que je voulais dire, Sur le quadri. c'est que en ayant, alors, je dis pas qu'en gros en trail, non, effectivement, t'as raison dans le sens où en trail, tu vas peut-être plus développer de la tendinopathie patellaire ou du syndrome fémoro-patellaire, Ouais, c'est ça que je veux dire. et moins du quadricipital. En termes de cause, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, entre ok. guillemets, tu vois, genre en gros, les blessures qu'on retrouve liées à dans Ouais. ce sport. Mais moi, je voulais dire que, supposons que je me suis fait ça, mais rien à voir avec le trail, tu vois. Donc là, en l'occurrence, on y reviendra après, mais moi, je faisais ça sur des squats avec beaucoup de Mhm. rebonds, du volume, etc. Bah du coup, maintenant que tu as la tendinopathie quadricipitale, pour le coup, tu fais pas de trail. Parce Ah que ouais. une fois que tu as mal à ton tendon du quadriceps, même si, entre guillemets, tu dis oui, dans le trail, ça va plus Oui, être non, mais ça, c'est certain. ça va plus être la syndrome fémoro-patellaire et le tendon patellaire, bah une fois que ton tendon quadricipital il te fait mal, je pense que ouais, j'aurais pas fait de la descente en courant, tu vois. Bah non, non. Mais surtout qu'en plus, il y a de grandes chances que ça compense et que à gauche, Parce tu te prennes que un tu patellaire à vois, gauche. pour l'avoir vécu, tu vois, c'est pas. Alors oui, c'est pire avec des gros angles de flexion de genou, mais d'un autre côté, euh, même sur les premiers degrés de flexion de genou, ça fait mal quand même, tu vois. Bah, Enfin, c'est surtout si tu graduel, mais rajoutes de la vitesse et. ah Enfin, ouais, comme en même sur descente. des faibles flexions de genoux, ça peut faire mal. Moi, Ouais. de ce que j'ai vécu, ça peut faire quand même vachement mal. Même juste monter et descendre d'escalier, mais ça dépend quelle marche, encore une fois. Parce qu'il y a des marches, forcément, si la marche elle est plus haute, tu vas devoir monter plus ton genou et le fléchir plus. Mais même sur des marches normales, tu vois, t'as mal. Même en marchant, j'avais mal. Hmm. En marchant sur du plat, quoi, tu vois. En fait, t'as toujours cette gêne qui est là, quoi. Donc, je pense que ça parlera un peu plus aux gens. Et puis, pour le coup, l'ayant vécu. On peut donner davantage de détails plutôt que bah, quand tu ne l'as pas vécu et que Ouais, c'est sûr. tu te réfères un petit peu aux données et surtout à ce que les autres décrivent, quoi. Mais là, l'ayant vécu, je peux donner du détail. Hmm. Rapidement, peut-être rappeler, je sais pas, il y a des trucs qu'on n'a pas dit. On avait dit que on va faire un petit peu rappeler le continuum de la pathologie, hein. Encore une fois, la tendinopathie, c'est un truc progressif. On en parlait on avait fait un podcast sur, je sais plus si c'était celui sur la tendinopathie d'Achille, le premier, ou si c'était même encore avant qu'on parlait des tendons. Dans un autre podcast, je sais Je plus. sais plus, je suis Mais perdu. à un moment, on avait pas. Je sais plus, moi je suis perdu aussi, mais on avait parlé à un moment du modèle de Cook et Purdam qui est vieux, mais qui date de 2009 maintenant à la base, qui a été revu en 2016, mais qui est quand même un modèle qui est toujours valable, qui explique un petit peu les différents stades de développement d'une tendinopathie. Donc encore une fois, ça peut être réactif, lié potentiellement à de l'inflammation, tout ça, ou ça peut être clairement de la dégénérescence du tendon. Voilà, il y a plusieurs choses. C'est difficile de savoir précisément à quel stade on est, à moins d'aller faire une écho ou un truc précis. Mais bon, pas forcément besoin de faire ça. Donc ça, c'est les différents stades.
D'un point de vue anatomique aussi, rappeler peut-être un petit peu, je sais plus, là, Bon, on a eu marqué la composition des. on en a Composition. parlé tout à l'heure quand même pas mal, qu'il y avait une continuité entre le Ouais. tendon quadricipital, la patella et ensuite le tendon patellaire. Déjà, je pense que ça donne des Après, bonnes avant bases. de passer à la partie pratique, j'aurais voulu aussi réinsister sur cette notion, et je t'en parlais tout à l'heure avant le podcast, mais cette notion de tolérance et de capacité. Tu vois, quelle que soit la blessure, tout le temps, tu as un certain niveau de tolérance et un certain niveau de capacité. Tu vois, si tu es un haltérophile et que tu fais des squats à 180 kg et que tu chopes une tendinopathie quadricipitale, globalement, oui, tu vas avoir mal à ton tendon du quadriceps, mais tu as une grosse capacité sur ton quadriceps et sur ton C'est tendon. clair, hein. C'est-à-dire que tu as mal parce que là, tu le dégénères ou tu crées potentiellement une inflammation ou quelque chose de réactif, ce qui fait que derrière, c'est douloureux, mais tu as une grosse capacité. Ce qui fait que globalement, tu vas avoir mal, mais tu vas quand même être capable de faire plus de trucs que quelqu'un qui n'aura pas forcément la même capacité. Mais après, de l'autre côté, tu as l'aspect tolérance. C'est-à-dire que tu peux des fois même avoir une grosse capacité, mais par contre avoir zéro tolérance, parce que si vraiment tu as été trop loin et que la douleur s'est installée, même des trucs basiques peuvent te démonter, quoi. Te faire super mal, parce que tu as zéro tolérance. Mais par contre, tu as quand même de la capacité au niveau du tissu, quoi. En fait, ouais, pour donner peut-être un truc chiffré, mais si on devait regarder ça par rapport à un pourcentage, si par exemple la personne elle est capable de, je sais pas, elle peut faire 100 reps dans une séance et c'est ça qui déclenche une douleur, si t'enlèves ne serait-ce que 3%, ça reste une grosse capacité de travail. Ouais, Alors que si tu prends les mêmes pourcentages pour quelqu'un qui fait juste 5 reps, bah lui au final, le moindre truc qu'il va faire, ça va être très ouais, productif. ouais. En fait, c'est une question de quel est ton 100% de capacité et après qu'est-ce que ça va te laisser derrière. Mais voilà, ça par exemple s'il y a des coureurs à pied, des fois il y en a, ils sentent qu'ils commencent à sursolliciter, mais en volume hebdomadaire ils font 150 km dans la semaine, donc tu les redescends à 120 et ils vont mieux, alors que 120 pour n'importe qui c'est Rien, lunaire quoi. rien Mais à voir, c'est mais une question de capacité, ouais. ça me fait penser au VO2 Max, tu vois. Toi qui, bon, Ouais. qui- Je sais pas de quoi tu là, parles. je m'aventure dans un terrain Vas-y, je suis prêt. glissant que je ne maîtrise pas le mieux. Mais admettons, tu as un VO2 max quatre-vingts. d'un mec qui fait du ski de fond, tu vois. Laisse tomber, tu as un énorme VO2 max, ça n'a rien à voir. Enfin, tu retires 3%, ce sera pas du tout pareil que si tu retires 3% à une mamie, tu vois, qui a un VO2 max ou genre juste marcher et monter des escaliers, t'es essoufflé, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. t'es au bout de ta vie, les activités du quotidien. Donc c'est un peu, je pense, bon là, on parle d'un point de vue peut-être plutôt cardiaque Oui, oui, en fait, aussi. on parle de fraction d'utilisation. Genre Voilà. le 97% d'un gars qui a 80 millilitres minute kilo versus quelqu'un qui a 50. Ça reste 98% pour les deux, mais tu te situeras pas au même endroit. Et ça, c'est du coup, bah, c'est valable aussi pour la capacité globale, quoi. Quelle charge de travail t'as et quel est ton 98% ou Ouais, et 90, puis etc. dans la vie, après, ça se traduit d'une manière très différente. Si en gros, tu as Ces impacts. une très faible capacité sur tes quadriceps, sur ton tendon du quadri, si derrière, en plus, tu as mal au tendon, là, tu seras plus capable de rien faire. Et c'est l'un des problèmes d'ailleurs des sédentaires qui ont plus de tendinopathie, par exemple d'Achille, c'est que c'est une galère en fait. Parce que derrière, tu dois construire une tolérance sur quelque chose de parce douloureux. que déjà, non seulement de base, tu es faible, mais non seulement de base, enfin, tu es faible d'un point de vue purement capacité du tissu et du coup, la force que tu arrives à produire, parce que au final, ce qu'on fait au quotidien, tout est une question de force. Donc si tu as zéro force, t'es emmerdé, entre guillemets, t'es tout le temps. Tu galères pour tout, quoi. T'es à ton Je veux dire, 90%. bah, c'est vrai, quelqu'un qui a tellement aucune force que monter 50 marches, t'es au bout de ta vie, tu vois. Admettons, t'as les quadriceps qui te brûlent, c'est un problème, tu vois. Alors que si t'as un squat à 100, je dis pas que c'est forcément l'objectif, mais quand t'as un squat à 180, monter des escaliers, c'est rigolo, quoi, à côté. Conclusion, squatter 180. Voilà. Non, mais tu vois, il y aura une différence évidemment à prendre en compte entre l'haltérophile qui a une tendinopathie quadricipitale et potentiellement un sédentaire. Ouais. Même si, comme on le disait, et tiens, on va en parler maintenant, super transition, les populations qui sont concernées, même si c'est essentiellement des gens sportifs et qui, comme le disait Jill Cook, même si c'était sur la tendinopathie patellaire, je pense que c'est la même chose, Ouais. ça se mérite comme tendinopathie. Quand tu es sédentaire, globalement, tu vas pas choper ça. Bah, malgré tout, tu vois,
il y a les études statistiques. En pourcentage, c'est pas tout le monde, mais il y a forcément des gens sédentaires qui chopent ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et encore une Jardinage. fois, voilà, je sais pas moi, Je dis pas que les sédentaires. les coachs, les kinés, bref, toutes les personnes qui peuvent éventuellement nous écouter, encore une fois, chacun travaille avec des individus. Donc, quand tu fais face à un individu qui peut-être statistiquement, même si dans les études il y a un pourcentage faible, bah peut-être que lui, il aurait fait partie de ce pourcentage faible dans le C'est une papier. courbe de Gauss, quoi. Voilà, la courbe de Gauss. Donc quand t'es en dehors quand t'es sur les extrémités de la courbe, bah faut quand même que si tu, enfin quand le prépa physique ou quoi doit prendre en charge cette personne, il faut quand même en tenir compte, quoi. Ouais. Faut pas lui dire, mais non, mais attends, t'existes pas, toi, statistiquement, c'est pas possible. T'es Tu sédentaire, commences par ça avant de lui dire bonjour. t'es T'existes pas. T'es une anomalie. T'es une anomalie statistique, c'est pas possible. Donc du coup, tu vas rien faire. Non, alors que non, vraiment, il faut en tenir compte quand même. Tu vois, il y aura, je pense, vraiment une différence. Moi, en tout cas, je trouve en termes de prise en charge dans une réathlétisation, j'aborderais pas du tout de la même manière un haltérophile qui chope ça et qui a une grosse capacité sur les extenseurs par rapport à quelqu'un qui est plutôt sédentaire ou voilà, sûr, qui a d'autres facteurs de risque. Évidemment, les stratégies seraient pas du tout les mêmes. Encore une fois, cette relation tolérance-capacité qui est à prendre en compte. Les facteurs de risque, peut-être. Tu disais, ouais, tout ce qui est extrinsèque. Tu disais, ouais, chez le cycliste, si la selle est trop basse. Ah oui, non, en gros, je disais. Bon, là, après, c'est très spécifique parce que le cyclisme, t'es contraint par la position sur le vélo. Mais ouais, de ce que je vois, c'est que. En fait, c'est logique, tu vois. Si t'as une selle qui est trop basse, ça veut dire que sur ton pic torque, on appelle ça, le couple pic, à l'endroit en gros où tu vas pousser le plus sur ta pédale, tu vas avoir plus de flexion de genou. Donc Et du coup, ça paraît plus ou moins logique d'avoir ça, quoi. Donc ouais, ça, moi je l'ai eu en vélo. Je l'ai eu aussi sur des travails peut-être à cadence basse. Encore une fois, quand tu es à cadence basse, c'est-à-dire que en fait, tu as plus de force que de vélocité, de fréquence de pédalage. En plus, tu as le peak torque, c'est-à-dire encore une fois l'endroit où tu appuies le plus sur la pédale qui est plus haut dans le cycle de pédalage. Ça veut dire qu'en gros, le moment où tu appuies plus sur la pédale, c'est quand tu as le plus de flexion de genou. Donc encore une fois, Donc ça va bien ensemble. Là où tu as le moins. Si on se rappelle un petit peu de la relation force-vitesse, hein, même si là c'est adapté au vélo, cadence-vitesse ou cadence torque, ouais. cadence-torque. C'est plus technique. Cadence là, couple, ouais. La relation cadence-couple, mais en gros force-vitesse. Là, tu produis moins de vitesse, tu produis plus de force du coup, mais dans une amplitude où en plus, bah, tu es plus étiré entre guillemets sur le tendon, sur le quadriceps. T'es plus en flexion, donc là où t'es généralement quand même déjà plus faible. Ouais, et puis du coup, bah, ça contraint forcément plus le tendon quadrique, puisque t'es plus en flexion de genou quand t'appuies le plus fort sur la pédale. Donc, ouais, moi j'ai eu ça en vélo, donc je vois un peu de quoi j'ai eu ça. Pour ceux peut-être qui nous écoutent, quand j'ai un peu déménagé en montagne, j'ai commencé à faire des cols en vélo, et quand tu fais des cols en vélo, t'as plus du tout la même fréquence de pédalage. Et donc tu mets plus de force sur les pédales, et puis bah voilà. Débutant sur sollicitation. sur sollicitation. Trop de volume, donc voilà. Trop de volume dans une position de flexion de genou avec quand même, même si on fait le lien avec le podcast sur la plio et tout, en vélo t'es peut-être moins sur un aspect plio, mais il y a quand même un certain cycle étirement raccourcissement, tu vois, même si c'est un cycle étirement. Après moi je me souviens que c'était quand même très portion musculaire. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je parlais de ça et je disais que le quadriceps, à mon avis, il pouvait décharger le tendon quadricipital. Moi, c'était la localisation de la douleur, c'était vraiment entre le muscle et le début du tendon, quoi. Donc ouais, je pense que... Bah, de toute façon, entre guillemets, s'il y a je dirais, une adaptation qui est importante pour se protéger un petit peu des tendinopathies, c'est, je trouve, la raideur tendineuse et la raideur musculaire, tu vois. Et la raideur, et la raideur tendineuse, on la développe sur des modalités type renforcement d'ailleurs. Et sur des charges quand même, sur des torques du coup. Il me semble que faudrait que je retrouve mais il y avait une méta-analyse là qui montrait que sur des intensités supérieures à 70% MVIC, donc maximal voluntary isometric contraction. C'est peut-être 90, je sais pas. En fait, ça dépend. À partir de 70, ça fonctionne, mais 90... c'est mieux.
Bah ouais, Surtout après plus ça lourd. dépend des protocoles, je crois que 90% c'est tu sais, le truc en cluster avec de l'ISO là. Mais, Ouais, oui. ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la raideur tendineuse, il faut de l'intensité. Après, toi, peut-être que l'article dont tu parles, c'était 90% MVIC, mais sur de l'isométrie. Il me semble, ouais. Alors, je crois que moi, la méta, alors après, il y en a, tu peux toujours critiquer Concentrique, excentrique, la c'était sûr. méthodologie, mais c'était en mode quel que soit en fait le régime de contraction. Ouais, Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, il faut quand même une certaine intensité pour aller créer de la raideur tendineuse, quel que soit le régime, quoi, que ce soit concentrique, excentrique. Après, je pense que concentrique, c'est quand même moins spécifique, tu vois. Parce que concentrique, tu viens dans le raccourcissement, tu vois. Donc, alors que ouais. la raideur, tu veux résister à la déformation, à l'étirement. Après, enfin, en tout cas, dans le cas du vélo, même si on va dire que c'est un mouvement qui est purement concentrique, c'est où tu démarres ton concentrique, tu vois. Si tu démarres ton concentrique à un endroit où tu as le plus de flexion de genou, tu contrains à mon avis. Parce que de base, en fait, pour moi, le tendon quadricipital, il est déjà en position un peu d'étirement et tu commences ton concentrique à partir de cette position-là. Mm. Et du coup, ça peut contraindre. Mais Ouais, après, en termes de ouais, quand raideur je et de dis ça, je modèle, me trompe parce que même le concentrique, tu peux améliorer la raideur tendineuse toutes même, parce les que quand tu es régimes en de concentrique, contraction, tu viens raccourcir le muscle, mais du voilà. coup, tu tires sur le tendon. Voilà, ouais, c'est pour ça que je te dis, ça dépend du moment où tu commences ton. Parce que si tu fais par exemple des démarrages en squat profond, Mm. tu fais juste du positif mais en squat profond, avec ton démarrage, je pense que tu contrains quand même bien le tendon Ah bah quadri. oui, non, mais c'est clair. Donc, Mais ouais. ouais, en tout cas, avoir même la raideur musculaire, tu vois. Parce que des fois, Ouais, oui, t'as le tendon, évidemment, t'as une tendinopathie, c'est un problème de tendon. Après, on pourra revenir sur l'aspect bioméca et tout, et ce que j'avais mis en place et tout, rapidement. Mais, euh, mais tu peux aussi avoir le problème musculaire, si t'as le quadriceps qui est trop faible, qui est hyper compliant, tu vois. Genre qui ne résiste absolument pas, qui se déforme direct sur de la contrainte excentrique ou quoi. Bah du coup, derrière, ça aide pas le tendon, quoi. ouais, c'est certain. Ouais. Mais bon, je crois que c'était Kisbar aussi, qu'en gros, si t'avais trop de raideur musculaire et trop de compliance tendineuse, ça allait pas. Ouais, Oui, parce qu'en gros, ça veut dire que ton muscle, lui, il se déforme pas, mais du coup, c'est le tendon qui, lui, vient prendre toute la déformation et ouais. l'étirement, et là, ça C'est pue, quoi. le truc du un tendon trop rigide versus un tendon compliant. Enfin, les sprinters, par exemple, qui se blessent jamais au tendon, mais qui se blessent plutôt au muscle. Parce que le tendon tire tellement, parce qu'il est tellement raide. Et t'as un muscle qui est proportionnellement un peu plus compliant, même s'il reste raide, je pense. Bah, c'est le muscle qui se brise en premier, quoi. Donc, Ouais, ça aussi, c'est un petit peu complexe. On ouais, va peut-être passer sur la les partie, stratégies. les stratégies, la partie pratique. Encore une fois, comme d'habitude, on parle à chaque fois de ce four stage process, de ce processus un peu en 4 étapes où à chaque fois on part de l'isométrie, après on essaie parce que c'est le régime de contraction qui est le moins problématique, puis derrière on essaie de réintégrer du mouvement, enfin du dynamique, quoi, de l'excentrique concentrique, d'abord dans la lenteur, puis plus rapide, et de la pliométrie globalement. Ouais, Puis le retour au sport, on va dire, des contraintes spécifiques au sport. Ça, c'est un peu les différents process. Maintenant, on le dit à chaque fois, mais c'est pas linéaire. C'est pas en mode tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. On essaie un petit peu de mélanger un petit peu le tout à chaque fois et d'être progressif là-dessus. Donc, encore plus si t'as une personne qui de base avait une bonne capacité, comme on disait tout à l'heure, quoi. ouais, ouais, c'est Parce clair. que justement, Ouais. là, t'as beaucoup moins, bah, comme ton exemple quand t'as eu ça, mais du coup, t'as pas coupé du tout la muscu ou le reste, quoi. T'as juste adapté et puis t'as géré la principale cause qui était le volume. Alors, c'est un bon exemple pratique, tu vois, justement de parler de ça, genre de l'aspect tolérance et capacité. C'est sûr, quelqu'un qui a mal absolument sur tout, tous les trucs de la vie, etc. Tu disais tout à l'heure, les tendinopathies patellaires, c'était plus dur à s'en Bon, débarrasser je aussi que trouve après. quadricipital. Très probablement aussi parce que du coup, au quotidien, dans les mouvements de la vie, quand tu te déplaces et tout, bah tu sollicites, tu sollicites, tu sollicites. Et forcément, bah, du coup, tu mets tout le temps une charge dessus. Ouais. Donc derrière, quand tu rajoutes une charge sur des exos et tout, bah, ça se surajoute. Donc c'est compliqué d'avoir le bon volume, la bonne intensité pour pas surcharger la zone et que ça Mm. s'empire. Donc c'est pour ça que c'est, je pense, à mon avis, plus long de s'en débarrasser. Euh, mais là, c'est pareil. Si tu as peu de capacité et qu'en plus tu as mal, bah, du coup, tout va te démonter. Tout Bah, va te faire ouais. mal. Donc là, pour des personnes comme ça, je pense que ce sera plus long de s'en remettre.
Par contre, quand tu as une bonne capacité, j'allais dire comme moi, mais non, j'ai pas au contraire, mais je pense que quand même pour le coup, ça s'est amélioré, mais j'ai une bonne capacité musculaire maintenant au niveau des quadriceps et tout. Je suis pas un mec, je souhaite pas 200 kilos non plus, hein, même si ça s'améliore. Mais pour le coup, ouais, moi dans mon cas, la tendinopathie quadricipitale, elle s'est présentée, comme tu dis, trop de volume, Ouais. je pense. Il y a plusieurs choses en fait. La première, c'est que pendant des mois, j'ai fait des EMOM. Je sais plus, j'en ai jamais parlé dans le podcast, mais bon, on détaillera probablement plus tard, mais c'est un format d'entraînement où tu t'entraînes toutes les minutes, tu fais des reps, c'est un peu comme des clusters. Pour faire simple, Ouais. je crois que j'ai dit. C'est des départs à la minute en fait. Voilà, ceux qui savent pas et que ça intéresse, va sur mon Insta ou j'ai une vidéo YouTube là qui va sortir là-dessus là, bientôt sur les EMOM. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais ouais, pendant plusieurs mois j'ai fait ça. J'ai fait des EMOM où c'était des séries de 2, des séries de 3, mais toutes les minutes sur du squat. Et surtout, pendant un moment, vu que j'étais trop faible le quadriceps, c'était mon problème au squat, bah, je faisais des pauses en bas du squat. Sauf que du coup, en faisant des pauses, tu n'as plus ce stockage et restitution d'énergie élastique. Tu cherches justement à dégager l'énergie élastique qui a été stockée sur la descente pour ne remonter, entre guillemets, que grâce aux muscles, quoi, au Ouais. musculaire, et moins à l'aspect tendineux. Donc j'ai bouffé beaucoup de ça pour justement plutôt renforcer le muscle. Et puis, après, Aubin, je me fais coacher maintenant depuis 1 mois et demi. Presque 2 mois. Il m'a remis des squats avec rebond pour le coup, j'étais plus habitué, en plus gros volume, et à côté des exos de renfort en plus gros volume que je faisais pas avant, genre des fentes bulgares et tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir mal. Donc trop de volume, probablement trop d'intensité. T'es pas un extraterrestre, donc t'as des limites aussi. Non, pas du tout. Bah oui, non, ça c'est sûr. Puis après, oui, moi ça s'était présenté en mode après une mauvaise nuit de sommeil. En plus, je crois c'était rien à voir. C'était genre, je m'étais même pas entraîné la veille, c'était il y a 2 jours. Mais après une mauvaise nuit de sommeil, j'ai mal à mon genou. On va comprendre. Mais ça, tu vois, le sommeil, ça joue aussi beaucoup, mine de rien. Le lifestyle qui était peut-être pas au meilleur de sa forme à ce moment-là. Et ouais, trop de volume, trop d'intensité. Après, d'un point de vue bioméca, moi j'ai identifié aussi, je t'en parlais un peu avant le podcast, mais j'en reparle pour ceux que ça peut intéresser. J'ai identifié que, moi pour le coup, c'est vraiment lié au squat, que j'avais moins de dorsiflexion à ma cheville gauche. Ce qui fait que du coup, j'allais m'appuyer plus à droite sur mon squat, plus sur ma jambe droite. Du coup, si tu t'appuies plus sur ta jambe droite, je sais pas si j'avais des plateformes de force sous les pieds. Admettons, j'ai une plateforme de force sous chaque pied. Je suis sûr que celle du pied droit, il y a une courbe, tu vois, il y a plus haute que le seul pied gauche, c'est sûr. Je devais plus m'appuyer à droite qu'à gauche, donc forcément, déjà, tu contrains plus le tendon à droite. Et puis, un autre facteur, c'est, j'avais évalué, après que j'avais mal, je me suis dit, tiens, je vais m'évaluer pour comprendre, mais j'avais une rotation du pelvis, du bassin, plus sur la gauche. Et en fait, en me filmant de côté sur un squat, donc ceux qui éventuellement ont ce genre de douleur et qui font des squats, qui ont mal au squat et tout, faites comme ça pour voir éventuellement. Mais moi, je me filmais de côté sur le squat et je me rends compte que la barre, elle était un peu tournée comme ça, mais genre vers la gauche. Et quand je regardais mes pieds, j'avais un pied qui est un peu en arrière par rapport au pied droit. Pour moi, c'était tout à fait naturel, je me sentais bien, alors qu'en fait, j'étais pivoté, tu vois. Ouais. Et j'étais pivoté parce que en fait, en testant ma mobilité, j'ai plus de mobilité en rotation à gauche de mon bassin que à droite. Donc naturellement, je tournais à gauche, quoi. Vu que je suis mieux dedans, j'ai plus d'amplitude pour aller à gauche, donc je vais à gauche. Et en plus de cette mobilité que j'ai mieux à gauche, j'ai moins de dorsiflexion en fait à gauche. Donc raison de plus, tu vois, je me tourne et je viens m'appuyer encore plus à droite. Donc ça, c'est les facteurs un peu, je pense, bioméca aggravants qui ont fait que sur le squat n'est pas un problème en lui-même. C'est juste que j'ai fait trop de volume, trop de rebond, trop de machin, j'ai pas assez récupéré. Mon tendon, il a pas assumé. Et en plus de ça, d'un point de vue répartition des contraintes et au niveau bioméca, forcément, je m'appuyais plus dessus. Donc ça, c'était amélioré aussi. Donc ça, d'un point de vue stratégie pratique, moi, ce que j'ai mis en place, évidemment, et puis je travaille toujours un petit peu dessus, mais restaurer ma mobilité en rotation de mon bassin à droite. J'avoue que je suis pas très sérieux sur ma mobilité de la cheville à gauche, parce que j'ai plus mal. Donc, tu sais, on a réduit le volume sur les squats, sur le quadriceps et tout. On a réduit le volume. En parallèle, j'ai fait ça, travailler sur les problématiques de mobilité et j'avais plus mal. Donc, puis on a continué de surcharger le squat et puis l'entraînement, on a continué de monter comme ça.
Puis écoute, j'ai plus mal, donc à partir de là, Les choses simples. bah, des choses super simples, tu vois. Donc je vois pas pourquoi je me ferais chier, quoi. Ouais. Entre guillemets. Mais toi, du coup, ouais, en vélo, t'as. Ouais, en vélo, bah moi après c'était purement de la sursollicitation quoi. Hmm. Après tu pouvais jouer un peu sur le facteur bioméca et puis même faire du renforcement, mais du renforcement moi j'ai plus ou moins tout le temps été assez régulier. Mais ouais, en gros la grosse partie du truc c'était quand même de diminuer déjà de diminuer les forces produites, donc d'augmenter peut-être la fréquence de pédalage pour décharger un peu ça, et puis juste gérer mieux en fait le vélo quoi. Tu peux faire toute la réhab au monde, hein, mais si tu gères mal la charge globale, ça fonctionne pas quoi. Mais moi c'est parti quand même extrêmement vite, donc ouais, je me suis pas trop posé de questions. Ouais, après, c'est sûr que bon, faudrait peut-être pas faire cette erreur non plus, mais de se dire, ah, c'est bon, ça va mieux, vas-y, c'est bon, voilà. Ouais, non, non, après Mais faut. à partir du moment où t'arrives. Encore une fois, faut partir des facteurs de risque, tu vois. Le volume, hein, toutes les tendinopathies, les blessures en général, Mm. c'est lié au volume. C'est moins lié à l'intensité qu'au volume. Ça dépend quoi, mais sûr que quand tu te fais une fracture, c'est que il y a eu une Ouais. intensité qui a pas été. C'est pas une question de volume, sauf Le si c'est de la stress fracture. strain de l'os. Là, c'est même plus une question de. Sauf si c'est de la fracture de fatigue, c'est encore autre chose. Mais globalement, il y a beaucoup de blessures, c'est lié au volume. Les tendinopathies, c'est encore plus le cas. Donc déjà, couper le volume. Déjà, si tu coupes de 20-30%, juste nous, un truc simple, très concret. Je sais plus, je devais avoir 3 ou 4 séries de squats, mais assez lourd. 3 séries de fentes bulgares. On a coupé à 2 séries de fentes bulgares. J'ai réduit un peu la charge aussi. Et le squat, au lieu de faire 3, au lieu de faire 4, on a fait 3 séries. Tu vois, Mm. genre, juste tu coupes une série, tu mets moins lourd. Moins lourd, une série de moins, et déjà tu vois comment tu réagis. Moi, ça a Ouais. suffi. Après, ça dépend encore une fois de la tolérance, de la capacité. Faut individualiser pour chacun, mais des fois, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Faut pas se dire je coupe complètement et je Ouais, suis c'est que sur sûr, des ouais. modalités passives. Faut déjà tenter de réduire. Tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je ferais, c'est continuer ce qu'on fait du mieux qu'on peut, mais en réduisant la durée, le volume, l'intensité un petit peu. Et en parallèle, bah, évidemment, là, le mieux c'est de se faire évaluer éventuellement par un professionnel, mais comprendre un petit peu les problématiques qu'il peut y avoir au niveau bioméca, répartition des contraintes. Je parlais, moi, dans mon cas, cheville, pelvis, tout ça, mais tout ça est lié, même sur le genou. Et restaurer éventuellement la variabilité de mouvement et la mobilité à des endroits là où il y en aurait besoin pour mieux répartir et du coup décharger le genou. Je pense que c'est un peu les deux axes. Mm. Après, de là à faire un programme, c'est vraiment si tu as un peu de tolérance ou que tu as vraiment la douleur s'est installée pendant longtemps, que tu t'en débarrasses pas, ou des gens qui se sont arrêtés complètement, du coup, le muscle, le tendon, c'est encore plus affaibli, donc après tu reprends, donc tu as encore plus mal. Enfin, quand tu rentres dans ce cercle vicieux, il y a des gens qui peuvent avoir besoin je pense, d'un programme complet, tu vois. Ouais. Isométrie, intégrer de la plio. D'ailleurs, comment tu verrais le truc, toi, Pour la rapidement plio? de concrètement, si admettons tu devais mettre en place un programme progressif qui part de ISO, intégrer peut-être plio dès, Ouais. dès le début. Bah déjà, ouais, ça va dépendre de la pratique sportive, mais je couperai pas la pratique sportive, je l'adapterai. Je sais pas, un truc concret, c'est que, je sais pas, j'ai un trailer qui a ça, pour le coup, bon, on va utiliser le trail, mais bah, je lui dis potentiellement de gérer bien les intensités en montée, mais de pas les arrêter, utiliser les bâtons pour décharger, faire attention en descente, mais pas couper le volume pour qu'il y ait toujours une petite sollicitation quand même mécanique. Et après, ça va dépendre où il en est. Si vraiment il a des douleurs, j'utiliserai l'ISO, comme au départ, comme à chaque fois. Gérer potentiellement la flexion de genou. Parce que je pense que quand même, si tu veux vraiment strain, j'allais dire, si tu veux vraiment contraindre le tendon quadricipital, faut quand même opter pour des flexions de genoux qui sont un peu plus importantes. Et c'est pour ça que le sissy squat, du coup, c'est assez provocatif. Mais essayer d'aller retrouver un petit peu des flexions de genoux déjà en ISO. Et après, repasser sur du concentrique excentrique classique. Peut-être faire un box squat à la limite si tu veux éviter de descendre tout en bas avec une petite pause. Comme ça, au moins, ça te contraint pas trop le stockage et Continuer, restitution ouais. d'énergie Ouais, élastique. continuer de faire du squat, mais éventuellement réduire l'amplitude au début. Ouais, c'est ça, avec peut-être une pause, un Ouais, donc, box. ouais, moi je verrais ça, comme tu dis, ISO,
une ISO qui est suffisamment déchargée, mais en flexion profonde, idéalement pour reconstruire la capacité de la tolérance là-dedans, sachant les bienfaits de l'ISO sur les tendinopathies, les réductions de douleur et tout. À côté, éventuellement, s'il y a des exos de renfort à dominant de genou, donc squat, fente, tous ces trucs-là, réduire l'amplitude, mais continuer de les faire et remettre de l'amplitude petit à petit. On va utiliser le tempo pour justement gérer un peu ce stockage-là et éviter qu'il y en ait trop, du coup. Tempo, moi j'ai tendance à mettre un tempo, à ralentir l'excentrique, à mettre une pause en bas, et à remonter en concentrique de manière normale, on va dire. Je mets jamais de tempo vraiment sur le concentrique, rarement. Et après, retirer la pause pour remettre un petit peu de rebond, entre guillemets, mais toujours à tempo lent en excentrique, et après, petit à petit, revenir sur du rebond. Après, est-ce que c'est nécessaire, toi, à ton avis, en parallèle, de mettre de la plio en flexion profonde, genre du deep tier Pas tout de suite. Moi, je garderai la plio plus tard. Peut-être sur quelque chose à dominante cheville, tu vois. Espèce de pogo où vraiment t'es pas en grosse flexion. Et tu fais quand même de la plio cheville. Et je pense qu'à moindre mesure, tu contrains quand même un peu le tendon quadricipital parce que t'as une espèce de co-contraction. Donc forcément que le quadri, il est quand même sollicité. Et après, peut-être plus tard, sur du chronique, tu vois, du coup, il a un facteur de risque de redévelopper la même pathologie. Peut-être faire en échauffe un peu de deep tier. Pour les gens à qui ça parle pas, il faut aller voir le podcast sur la pliométrie. Donc de la pliométrie profonde, assez compliante, pour avoir toujours un peu, garder toujours cette capacité-là, quoi. Et pourquoi pas l'intégrer après, quand on a vraiment fini notre réathlétisation, si on est, ça dépend du sport, mais si, admettons, moi en haltéro ou quoi, intégrer un peu de deep tier comme ça, entre guillemets, avant les principaux lifts, j'allais dire, hein, les principaux exos, avant de faire les squats et tout, en fin d'échauffement ou quoi, peut-être des fentes comme ça, en flexion profonde rebondie, ou des rebonds en bas de squat, des choses assez simples comme ça, pour finir de s'échauffer. Après, encore une fois, gestion du volume, parce que si tu mets ça et qu'en plus tu as des épaulés, des arrachés ou des squats, des trucs où il y a beaucoup de rebonds aussi, bah, ça se surajoute. Donc après, encore une fois, gestion du volume, parce que là aussi tu peux retomber dedans, parce qu'en fait tu auras retro sollicité le tendon. Et donc je pense que globalement on a fait un petit peu le tour. Un petit peu le tour du sujet, des choses assez simples, hein. On aura parlé un petit peu on aura vu en détail cette tendinopathie quadricipitale, et on aura comparé un petit peu au patellaire aussi. On aura vu un petit peu tous les aspects anatomiques, ce que ça faisait d'avoir ce genre de blessure. On aura donné nos anecdotes un peu sur ce que nous on a ressenti, parce qu'on l'a vécu, toi dans le cyclisme, et moi dans mes entraînements plutôt orientés muscu, on va dire, avec les squats. Et je pense que ça aura donné pas mal de billes un peu pratiques que les gens pourront appliquer concrètement parmi ceux qui ressentiraient éventuellement les mêmes choses. Donc je pense qu'on va conclure. On se retrouve dans le prochain épisode du podcast et dans le prochain épisode de la série sur les pathologies. Je sais pas encore ce qu'on fera. Salut.